J'enseigne à l'ULB la politique étrangère donc de la République populaire de Chine et j'ai un cours aussi sur les questions politiques donc en République populaire de Chine, mais au-delà de la Chine, je travaille sur l'Asie d'une manière ou d'une autre depuis maintenant presque 20 ans. Donc c'est une région du monde que je connais comme relativement pas trop mal, on va dire. Et donc voilà, j'ai donc essayé de vous faire une espèce de synthèse. Alors bon, c'est pas une tâche qui est très très aisée parce que évidemment il y a un grand nombre de pays, etc. Donc bon, vous me direz, enfin c'est vous qui me direz à la fin si je vous ai convaincu ou pas. Mais j'essaie de regrouper aussi par thème en fait. Donc en tout, on va essayer de voir 6 thèmes ensemble. Comme ça, c'est pour les gens qui aiment avoir un plan en tête, etc. Donc, vous verrez, il y a 6 grandes catégories, je dirais, d'actions entreprises par ces pays sur lesquelles, alors évidemment, on peut discuter sur chaque chose, mais il me semble que l'alchimie de ces 6 catégories mises ensemble, eh bien, font les résultats dont on va parler. Donc, la région de l'Asie de l'Est, alors je vais vous citer les pays tout à l'heure, mais c'est une zone donc, géographique qui connaît en fait une deuxième vague du coronavirus qui est beaucoup plus douce que ce que l'on connaît en Europe ou aux États-Unis. Donc, des pays de cette zone géographique comme par exemple le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, auxquels on pourrait ajouter donc des pays qui sont hors zone, hein, par exemple Hong Kong, hein, enfin Hong Kong c'est pas un pays, c'est une zone, mais Hong Kong, le Vietnam, Singapour, mais aussi des pays comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, en fait, ont beaucoup mieux réussi à maîtriser la pandémie que de nombreux pays européens et que les États-Unis. En Asie de l'Est, il y a peu de réinfections et les taux d'infection actuels sont si faibles qu'ils n'ont que peu d'importance. Alors qu'en Europe ou aux États-Unis, eh bien, nous sommes toujours en difficulté en ce moment face à une deuxième vague du virus. L'expérience de ces pays, donc surtout ceux d'Asie de l'Est, démontre pourtant que la pandémie peut être combattue avec succès, même en l'absence de vaccin. Il n'y a pas de vaccin pour l'instant dans ces pays. Alors, quelques chiffres pour illustrer mon propos. Donc, ce sont des données que j'ai recueillies, donc elles datent du 30 novembre 2020. Alors, je ne vais pas vous citer tous les chiffres que j'ai, mais simplement pour vous donner ce que j'appelle des ordres de grandeur, pour que vous vous rendiez compte un petit peu du gouffre qui nous sépare finalement de ces pays donc d'Asie de l'Est. La Belgique, par exemple. Si vous prenez le nombre de décès en Belgique par nombre d'habitants, nous sommes à 1446, ou nous étions à 1446 le 30 novembre. Les infections, nous étions presque à 50 000 par nombre, donc par million d'habitants, donc 1446 décès, à peu près 50 000 infections donc par million d'habitants. Si je prends le meilleur pays, comment dirais-je, européen en termes de décès par nombre, par 1 million, par million d'habitants, c'est la Norvège, avec 61 morts, contre donc 1446 pour la Belgique. Et au niveau des contaminations, le meilleur élève européen, c'est la Finlande. Donc en Belgique, nous étions donc à peu près à 50 000 personnes contaminées. En Finlande, nous sommes à 4 668. Donc ça, c'est uniquement déjà à l'échelle européenne. On se rend compte qu'il y a quand même une diversité énorme. Alors si maintenant on regarde dans les pays asiatiques, alors au Japon, en nombre de décès, nous sommes à 17 morts du Covid-19. 17. En nombre de personnes donc, contaminées par million d'habitants, nous sommes à 1177, comparé à 50 000 pour la Belgique. Et si je prends le meilleur élève de la classe en Asie de l'Est, c'est-à-dire Taïwan, à Taïwan, nous sommes par million d'habitants à 0,3 morts. 0,3 morts, donc par million d'habitants. Et en termes de contamination, nous sommes à 29 contaminés par million d'habitants, comparé donc à la Belgique qui fait 50 000. OK ? Donc, comment expliquer évidemment la différence énorme entre les chiffres ? Pourquoi ces pays d'Asie de l'Est réussissent-ils mieux que nous ? Car c'est clair, c'est un fait en fait. Alors, il n'y a sans doute pas de réponse simple et univoque à cette question. La pandémie, elle n'est pas terminée. On n'est pas à l'abri de surprises. On ne peut donc pas tirer de conclusion définitive au stade actuel. Il faut rester prudent. Je suis tout à fait d'accord. Le cas d'ailleurs de la République populaire de Chine, que je n'ai pas cité parmi mes exemples, et pour cause nous y invite. En effet, vous avez peut-être suivi les médias ces derniers jours. Donc, on vient
de recevoir une série de documents internes chinois donc, qui émanent de la ville de Wuhan, hein, ce qu'on appelle désormais dans la presse les dossiers de Wuhan ou les Wuhan Files, hein, la ville de Wuhan qui est donc la ville qui était l'épicentre de l'épidémie. Donc, ils viennent d'être publiés par CNN, qui jette le doute sur le bilan de Pékin. Donc, un bilan qui n'est pas aussi positif que la rhétorique donc triomphaliste de la République populaire de Chine voudrait le faire croire à sa population, mais aussi au reste du monde. Cet ensemble de documents donc internes chinois relève en effet donc toute une série de dysfonctionnements, ainsi que la mauvaise gestion donc par les autorités chinoises, donc le Parti communiste en l'occurrence, des premières étapes de la Covid-19. Les responsables chinois ont fourni au monde donc des données qui étaient beaucoup plus optimistes que celles auxquelles ils avaient accès eux-mêmes en interne. Et donc le système de comptage des autorités semble, par exemple, avoir systématiquement été sous-évalué hein, au niveau des chiffres, aussi bien donc en termes de contamination que de décès. Donc c'est une attitude qui, à côté d'autres dysfonctionnements donc sur lesquels on pourrait s'étendre, hein, notamment le rôle de la Chine auprès de l'OMC, etc., a pesé sur l'information. Ça, c'est très important. Et donc, sur le rythme et l'intensité donc, des réactions internationales, et a probablement contribué à transformer donc, la crise sanitaire au Hubei, donc la province où est située Wuhan, en une pandémie mondiale, avec évidemment toutes les conséquences que l'on connaît aujourd'hui. Alors, juste pour rappel, au niveau du bilan humain, on a officiellement plus de 1 510 000 morts hein, directs du Covid, dont plus de 410 000 morts à l'échelle européenne, Russie donc comprise, et 282 000 morts rien qu'aux États-Unis. Donc ça, c'était les chiffres d'il y a 2 jours. Hein. Sur le plan économique, hein, un bilan difficile évidemment à mesurer exactement, mais qui va être très lourd. Alors quelques estimations. Le Fonds monétaire international qui a estimé donc le 20 octobre 2020 que la facture finale de la pandémie pourrait s'élever à 28 000 milliards de dollars, 28 000 milliards de dollars en perte donc au niveau de la production. Donc d'un point de vue économique, le FMI a décrit la pandémie comme la pire crise depuis la Grande Dépression et a déclaré donc que cette crise laisserait des cicatrices profondes et durables dues aux pertes d'emplois, à la faiblesse des investissements et au fait aussi donc à plus long terme qu'un certain nombre d'enfants donc sont privés d'éducation dans le cadre de cette pandémie. Donc ce sont toutes des perspectives évidemment qui ne sont pas très très réjouissantes. Alors au vu des résultats qui sont obtenus par les pays donc de l'Asie de l'Est que j'ai mentionnés et qui sont, il faut le rappeler, donc des démocraties libérales, hein, Taïwan, le Japon, la Corée du Sud, on peut tout de même s'interroger sur les facteurs qui expliquent leur réussite par rapport aux pays européens ou aux États-Unis et esquisser déjà une série de remarques. Donc étant donné le contraste frappant entre les taux d'infection très bas dans cette zone et chez nous ou aux États-Unis, il est évidemment presque inévitable que nous nous demandions ce que ces pays ont fait et que l'Europe ne fait pas ou n'a pas fait en fait. Alors pour commencer, j'ai rappelé le fait qu'il s'agissait de démocratie. C'est un élément important à mes yeux hein, pour cet exposé. Ça justifie et simplifie aussi la comparaison, étant donné donc la proximité de ces systèmes politiques et de ces sociétés finalement avec les nôtres. De ce point de vue, donc pour rappel, les pays d'Asie de l'Est que je cite sont donc des démocraties libérales. Si vous consultez donc le Democracy Index 2019 qui est publié par The Economist Intelligence Unit et qui mesure donc le processus électoral et le pluralisme, le fonctionnement du gouvernement, la culture politique et les libertés civiles. Hein. Donc, si on prend en considération tous ces facteurs-là, le score de la Corée du Sud, par exemple, du Japon et de Taïwan, les place respectivement donc au plan global, en termes démocratiques, respectivement au 23e, 24e et 31e rang. Alors, si vous regardez par exemple l'Australie et la Nouvelle-Zélande, l'Australie c'est le 4e rang au niveau démocratique et la Nouvelle-Zélande le 9e rang. À titre de comparaison, la Belgique est 33e. Donc, en termes de démocratie, ces pays, en tout cas certains d'entre eux, bah oui, tous d'ailleurs, font mieux que nous. Dans ce classement, la France est par exemple 20e, l'Italie 35e, l'Espagne 16e, l'Autriche, 16e égalité avec l'Autriche, et le Royaume-Uni est 14e. Alors, je vous donne un petit peu, enfin, je vous cite un peu ces différents pays parce que ce sont des pays qui, en termes justement de contamination, etc., l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, etc., les scores sont pas vraiment extraordinaires en fait. Hein.
De ce point de vue, on peut dire que les pays d'Asie de l'Est que je mentionne, donc le Japon, la Corée du Sud ou Taïwan, sont à un stade démocratique équivalent au nôtre. Ce sont des pays à haut revenu. Ils sont classés dans la catégorie donc des High Income Economies, donc les économies à haut revenu, selon donc le classement du mois de juin 2020 de la Banque mondiale. Donc une catégorie socio-économique qui est équivalente à celle des pays européens. La Belgique est dans la même catégorie, la France, l'Espagne, l'Italie, tous ces pays sont dans la même catégorie donc, que les 3 pays que je mentionne. Ce sont des sociétés ouvertes, comme en Europe, on y trouve une presse ouverte, on y trouve des ONG, etc., avec des spécificités, bien sûr. Et donc, ils ont un système politique qui est beaucoup plus proche du nôtre, qui n'a rien à voir avec la République populaire de Chine, dont la réussite face au Covid-19, jusqu'aux publications, évidemment, des Wuhan Papers, a souvent été en avant dans nos médias. Je pense que c'est quelque chose qui a dû vous frapper ces derniers temps dans les médias. On a vanté le modèle chinois, on est allé jusqu'à caresser l'idée que les régimes autoritaires seraient plus efficaces que les démocraties, ce qui est exactement la rhétorique que Pékin utilise lui-même, je dirais, dans sa propagande, aussi bien vis-à-vis de sa propre population qu'à l'international. C'est devenu un outil de soft power aujourd'hui pour la Chine. En oubliant, nos médias oubliant un peu trop souvent que des pays d'Asie de l'Est ou du Pacifique, comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, ont en fait beaucoup mieux que la République populaire de Chine dans un environnement démocratique. En fait. Il aurait donc été, de mon point de vue, beaucoup moins utile et pertinent donc, de comparer les résultats européens et américains avec les résultats du régime autoritaire chinois, étant donné donc sa nature qui est quand même très différente de nos systèmes, les méthodes qui ont été utilisées en Chine et qui sont évidemment inconcevables en Occident, le fait que la Chine a pu contenir l'épidémie est dû en grande partie, je dirais, aux mesures extrêmement draconiennes qu'elle a prises et qui sont inapplicables dans nos démocraties avancées. Donc ces remarques liminaires étant faites, que peut-on dire sur le plan de la gestion de la crise donc, du Covid-19 par ces pays en rapport donc, au thème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire le rôle donc, de la discipline citoyenne, l'interface entre les citoyens et le pouvoir politique, et la comparaison qui peut être faite, je dirais, entre la discipline citoyenne en Occident avec ce que l'on peut constater donc, en Asie de l'Est. Alors, c'est ici que j'entre dans mes 6 catégories de facteurs que j'ai essayé donc, de rassembler pour vous. C'est probablement incomplet, probablement qu'il y a plein de choses critiquables, etc. Mais je pense que c'est un débroussaillage qui permet le débat. C'est l'objectif, je pense, de ce genre de réunion. Alors, quelques facteurs donc, de réussite. Alors, je vais d'abord vous donner quelques éléments autour du masque. Quelques éléments autour du masque. On peut citer le recours donc, rapide par les autorités donc, dans ces pays à ce qu'on appelle la politique du masque comme principale mesure de prévention. Et le port donc, non problématique est très étendu de ce masque par la population dans ces pays, contrairement au cas de l'Europe où le port du masque a été contesté largement avant et discuté d'abord, et puis avant de s'imposer, je dirais, plus ou moins. En fait, il suffit de se promener parfois dans l'espace public pour se rendre compte que le port du masque, voilà. En Asie de l'Est, ce recours et cette acceptation donc, au port du masque est non problématique. Alors, c'est lié à quoi? Comment est-ce qu'on pourrait expliquer finalement que le port du masque est non problématique en Asie de l'Est? Là, il y a toute une série de facteurs. C'est une habitude ancienne. Il est très commun en Asie de porter un masque, même en période, je dirais, où il n'y a pas de pandémie. Pourquoi est-ce qu'on porte un masque en Asie? Parce qu'on se protège de la pollution atmosphérique. Il faut savoir que ce sont des villes gigantesques. Tokyo, par exemple, c'est une ville qui, si vous prenez l'agglomération, vous avez 30 millions d'habitants. Donc, il faut bien se rendre compte qu'au niveau pollution, etc., on se protège aussi lorsque l'on est nous-mêmes malades, chez les Asiatiques. Au Japon, par exemple, si vous avez un rhume, pour ne pas transmettre à d'autres, eh bien, vous portez le masque. Les Japonais ont commencé en fait à porter le masque il y a plus de 100 ans lors de la pandémie de grippe espagnole en 1919. Et en fait, ils n'ont jamais vraiment arrêté de porter des masques. Si vous avez une toux ou si vous avez un rhume, on s'attend au Japon à ce que vous mettiez un masque pour protéger ceux qui vous entourent. Ça, c'est une habitude, en fait. En Corée,
Donc, Corée du Sud, bien sûr. Donc, en Corée du Sud, à l'occasion de la pandémie de Covid-19, pratiquement personne n'est sorti sans un masque respiratoire capable de bloquer donc les virus. Alors, ce ne sont pas des masques chirurgicaux ordinaires, ce sont des masques spéciaux avec des filtres qui sont également portés par les médecins qui soignent les malades. Donc, la question prioritaire en Corée du Sud a été la fourniture des masques à la population, et les politiciens sont évalués, je dirais, en fonction de leur rapidité ou de la rapidité avec laquelle ils fournissent des masques à l'ensemble de la population. Donc ça, c'est un facteur qui est quand même intéressant de relever. Les Sud-Coréens portent leur masque de protection même donc sur leur lieu de travail. Les politiciens portent le masque de protection lorsqu'ils font des apparitions publiques. Même le président sud-coréen le porte pour donner, par exemple, une conférence de presse. On retrouve le même genre de choses au Japon. Donc le port du masque ne crée aucun problème, ni dans l'espace public, ni d'un point de vue donc, de la population. Il n'y a pas d'argument sur une quelconque atteinte aux libertés que constituerait le port du masque. Le genre de discours qu'on a beaucoup entendu, surtout aux États-Unis, etc. À cela, il faut ajouter, dans le cas de la pandémie, donc, le rôle de l'État qui a stimulé la capacité de production de masques. Ça, c'est un autre élément autour de la question du masque. Dans le cas de Taïwan, par exemple, on a eu une action qui était extrêmement efficace de l'État taïwanais. Il faut savoir que, comme nous en Europe, Taïwan, d'ailleurs comme le Japon ou la Corée du Sud, ne disposait pas vraiment de grosses capacités de production de masques au départ. Contrairement aux pays comme la Chine. La Chine, c'est vraiment le centre de la production de masques au niveau mondial. Donc ces pays, eux non plus, n'avaient pas réellement des capacités de production, je dirais, importantes de masques. Alors à Taïwan, au début de la crise, par exemple, la production nationale de masques n'était que de 1,8 million de masques par jour pour une population qui fait quand même 23,5 millions d'habitants. Donc 1,8 million de masques par jour pour 23,5 millions d'habitants. On était bien loin, évidemment, des quantités nécessaires. Pourtant, Taïwan a réussi à multiplier par 8 sa production de masques en 3 mois pour atteindre 16 millions de masques par jour. 16 millions de masques par jour en 3 mois. Alors, Taïwan était capable d'accroître très vite sa production pour lui-même, mais aussi à l'exportation, puisque Taïwan est devenu une espèce de sauveur aussi au niveau international, puisqu'il a pu exporter des quantités de plus en plus importantes de masques et de masques de qualité. Donc le succès de cette politique de production de masques à Taïwan, quels en sont les secrets? En fait, ça réside précisément dans l'intervention du gouvernement taïwanais pour réduire les coûts de transaction et accroître la rentabilité future du secteur privé qui se lançait dans la production de masques. On a eu là une intervention extrêmement efficace de l'État. Alors, pourquoi? Parce que je pense que à Taïwan, comme en Corée du Sud, comme au Japon, on a une tradition de ce qu'on appelle l'État développeur. L'État développeur qui a réagi, donc, qui a régi plutôt la politique industrielle donc, de Taïwan depuis l'après-guerre et qui a fourni finalement les bases pour résoudre ces questions. Alors, grâce à un partenariat public-privé, au niveau de la coordination, des incitants, on a mis des subsides là où il le fallait. Le gouvernement de Taïwan a fixé la structure des prix d'achat des masques. Il a garanti que les masques faciaux deviendraient une nécessité pour la sécurité nationale et que donc le gouvernement allait continuer à en acheter un certain nombre à l'avenir. Tout ça mis ensemble a fait que les capacités de production ont été extrêmement rapides et que le gouvernement a pu ajouter 92 lignes de production en 2 mois. Et couvrir non seulement ses besoins, mais aussi être capable donc, d'exporter pour aider à l'international, où ces compagnies engrangent désormais des bénéfices économiques très importants. À Taïwan, par exemple, on a réuni autour d'une table les producteurs, les spécialistes de l'industrie textile, les spécialistes des machines, les gens qui achetaient les matières premières, etc. Le tout coordonné par, une institution centralisée du gouvernement taïwanais qui a mis tout le monde autour de la table et à la fin de la réunion, on avait un plan de lancement de production de masques à grande échelle. Pour vous dire l'efficacité quand même de cette réaction de la part de l'État au niveau des masques. On peut ajouter à ce facteur, donc le facteur acceptation du masque sans vraiment discussion et disponibilité rapide grâce à l'action de l'État, un facteur plus subtil qui serait, je dirais, la mémoire des pandémies récentes
qui pourrait donc non seulement avoir incité les autorités elles-mêmes à réagir rapidement, mais aussi les individus à se conformer aux mesures prescrites par les autorités et par les experts, ces derniers étant par ailleurs non contestés, comme cela a pu être le cas, je dirais, dans les pays occidentaux ou aux États-Unis. Alors souvenons-nous évidemment, à propos des pandémies récentes, du syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS, qui n'est pas arrivé en Europe, donc nous n'avions pas cette mémoire, qui avait frappé Hong Kong, qui avait frappé Taïwan, qui avait frappé la Corée du Sud, hein, et dans une moindre mesure le Vietnam, par exemple. Alors, le cas du Vietnam est très intéressant. C'est pour ça que je m'y arrête juste une minute. Dans ce dernier pays, en fait, le SRAS a été jugulé à un stade extrêmement précoce grâce à un chercheur italien qui travaillait pour l'OMS et qui était confronté donc à un patient qui venait de Hong Kong, qui était hospitalisé à Hanoï. Il s'appelait le docteur Carlo Urbani. Il avait averti immédiatement donc l'OMS qui avait déclenché en retour une réponse très efficace. Le docteur Urbani donc a convaincu le ministère de la Santé vietnamien d'isoler immédiatement les patients, donc de dépister les voyageurs, ce qui a permis de contenir complètement l'épidémie. Alors, j'aime bien citer ce docteur Carlo Urbani parce qu'en fait, il est mort lui-même du SRAS au mois de mars 2003. Je pense que personne d'entre vous ne connaissait son nom. C'est quelqu'un qui est considéré comme un héros au Vietnam et dont on honore en fait sous différentes formes, je dirais, sa mémoire. Et donc, au Vietnam, la mémoire de ce précédent et probablement les leçons tirées font sans doute partie de l'explication des excellents résultats du Vietnam face à la Covid-19, même si finalement le Vietnam n'a pas connu une vraie épidémie de SRAS puisqu'elle a été stoppée net par cette action efficace de ce chercheur italien. Alors dans le cas de Taïwan, ça n'avait pas du tout été la même chose à l'époque. Taïwan est un pays qui lui par contre a souffert du SRAS. En général, quand on parle de Taïwan, souvent les chercheurs ou les gens disent tout de suite oui, mais c'est parce qu'en fait, il avait l'expérience passée en matière de SRAS, ce qui est vrai. Hein. Taïwan était l'un des pays les plus gravement touchés par le SRAS. Il y avait eu 346 cas et 73 décès. Et donc, la recherche récente soutient que l'expérience donc du SRAS a certainement eu un impact, mais c'est pas forcément ça qui est l'impact principal. Alors, l'impact existe quand même au niveau, par exemple, des bases juridiques et institutionnelles pour une future épidémie. Donc, on a révisé des lois sur le contrôle des maladies transmissibles à Taïwan. On a créé un National Health Command Center, donc une espèce d'institution qui regroupe justement les différents ministères et qui coordonne l'action donc au niveau central. On a aussi un deuxième élément qui est issu donc de ce SRAS et qui est probablement aidé, c'est l'existence d'une cohorte de technocrates expérimentés, dont les connaissances, évidemment, deviennent précieuses dans la lutte contre le Covid-19. Hein. Par exemple, par précaution, Taïwan a immédiatement envoyé des médecins à Wuhan, en Chine, à la fin de l'année 2019 et au début de l'année 2020, dès qu'on a eu des informations un peu contradictoires sur le fait qu'il se passait des choses à Wuhan, c'était pas très clair, etc., Taïwan n'a ni écouté Pékin, ni écouté l'OMS. Ils ont envoyé directement des médecins taïwanais qui sont allés sur place et qui sont revenus avec des informations duquel Taïwan a tiré, je dirais, les conséquences pour tout de suite mettre en œuvre une politique de contrôle aux frontières, de testing et des choses comme ça. Donc, une politique, ce qu'on appelle une self-help policy. Donc, et probablement que le fait que Taïwan ne soit pas membre de l'OMS, finalement, l'a aidé. Puisque l'OMS, alors ça c'est une autre question, mais l'OMS a cette fois-ci beaucoup été dépendant des informations qui venaient de Chine. Or, aujourd'hui, nous savons que ces informations qui venaient de Chine étaient assez tronquées, etc. Et probablement, l'OMS a pris des décisions qui ont été tardives. Or, dans l'épidémie du Covid-19, le fait de tarder est un facteur extrêmement grave au niveau de la transmission, par exemple, hein, et du fait que le virus est répandu partout sur la planète. Donc là, Taïwan, finalement, par sa politique, je dirais, d'auto-aide, en fait, hein, le fait de s'aider lui-même, par la mission de médecins qu'il a envoyée à Wuhan, a finalement pu tirer des conclusions beaucoup plus tôt que tout le monde, a même tiré la sonnette d'alarme, je dirais, auprès de l'OMS, mais n'a pas été entendu. Donc ça, c'est aussi peut-être une leçon à tirer pour l'avenir. Hein.
Alors, vous allez me dire, ah bah oui, donc c'est donc cette leçon du SRAS qui finalement explique tout. Non, la recherche récente relève que cette mémoire du SRAS, bien sûr, est un facteur qui entre en ligne de compte, mais qui ne rend pas pleinement compte, je dirais, des réalisations remarquables de Taïwan. Il y a d'autres facteurs sur lesquels on reviendra. Alors, autre chose aussi peut-être que l'on peut mettre en avant, alors là c'est moins démontré, mais je le cite quand même, parce que ça mériterait d'être étudié un petit peu, c'est un facteur culturel, je dirais, de distanciation entre individus. Alors ça, c'est une question ouverte. On peut peut-être mettre en avant le rôle d'habitudes culturelles. Hein. Par exemple, dans certains pays, on a des habitudes de distanciation physique personnelle ou sociale de la population qui sont différentes de l'Europe. Ce sont toutes les recherches qui sont menées sur la notion de proxémie, la proxémie. Donc, ce sont des recherches qui ont été lancées par un anthropologue d'origine américaine qui s'appelait Edward T. Hall, qui a lancé ça dans les années 60, en fait. Donc, on remarque que les différentes cultures ont des manières de vivre l'espace autour des corps, en fait, de manière différente. Et au Japon, par exemple, les distanciations sont beaucoup plus grandes, etc. Donc, la distance moyenne entre les personnes dans les relations personnelles et sociales sont plus grandes dans certains pays d'Asie, hein, entre individus au Japon, par exemple. Dans la culture japonaise, on se touche peu. Hein, ça, ce sont des choses importantes, contrairement à certains pays européens, latins, par exemple. Hein, nous, on est très touchettes, hein, vous savez, on aime bien se faire des bises, etc. Au Japon, on fait pas la bise, hein, ça, c'est clair. Alors, est-ce que c'est un facteur qui a réduit les risques de transmission? Je pense que c'est intéressant, en tout cas, de le mentionner. C'est un facteur sur lequel il faudrait donc entreprendre probablement des recherches pour voir quel est son rôle réel et essayer de le quantifier si rôle il y a. Alors, troisième facteur, qui lui, à mon avis, est aussi un facteur important, mais pas forcément le facteur principal, c'est un facteur annexe qui aide, mais qui n'est pas forcément le facteur principal. Donc, on a déjà cité le masque, le facteur culturel, enfin, en tout cas, ce facteur de distanciation. Troisième élément, je dirais le recours étendu et accepté par la population aux technologies numériques et au big data. Ça, c'est un facteur qui est quand même assez intéressant à soulever. Hein. Donc, recours étendu et accepté par la population, donc aux technologies numériques et au big data. Pour certains observateurs, donc l'utilisation étendue est beaucoup moins problématique qu'en Europe, donc des données du big data et des technologies numériques pour améliorer donc la mise en œuvre efficace des mesures de prévention, des mesures de détection de la maladie, ou comme outil de traçage numérique font partie de l'explication de la réussite donc de ces pays en Asie de l'Est. Les outils numériques ne constituent au départ évidemment pas la principale infrastructure pour lutter contre le coronavirus, mais lorsqu'ils sont combinés à d'autres outils, la gouvernance numérique renforce l'efficacité des mesures de prévention et de détection des maladies, comme le suivi par exemple par GPS, hein, qui élargit considérablement la capacité de gouvernance du gouvernement. Alors, à Taïwan, par exemple, c'est un des facteurs qui est mis en avant par la recherche récente. Donc, un chercheur taïwanais qui s'appelle Wei Tingyan explique que le gouvernement taïwanais a exploité pleinement donc, l'infrastructure de gouvernance numérique et les grandes bases de données pour une mise en œuvre efficace donc des mesures liées à la prévention et la détection donc, des maladies, donc du Covid, même si le suivi et le traçage qui étaient relativement intrusifs a soulevé donc, au sein même de la population taïwanaise donc, des préoccupations en matière de vie privée. Donc plus précisément, la gouvernance numérique a permis d'améliorer la détection des malades grâce à des bases de données donc, intégrées, des dossiers médicaux et des antécédents de voyage des personnes, une recherche précise donc, des contacts et une surveillance active des personnes qui étaient mises en quarantaine. Donc Taïwan a imposé une politique de quarantaine qui était très stricte, avec une pénalité monétaire qui était élevée par rapport à d'autres pays asiatiques. Ça n'existait pas au Japon, par exemple, mais Taïwan, lui, l'a utilisé. L'application donc efficace de la politique de quarantaine était renforcée par une surveillance active grâce aux nouvelles technologies. Le gouvernement taïwanais a coopéré avec les entreprises de télécom pour suivre les déplacements donc, des personnes qui étaient mises en quarantaine grâce à leurs données GPS qui étaient prises dans leur téléphone portable. Les autorités locales appelaient donc les personnes 2 fois par jour pour vérifier donc, leur bien-être physique et mental.
Et les personnes en quarantaine signalaient également d'elles-mêmes donc leur état de santé au système de suivi qui était centralisé grâce à une application donc de chat mobile en fait. Vous voyez, on est quand même allé assez loin dans l'utilisation des nouvelles technologies à Taïwan. Alors en Corée, autre exemple, en Corée, on avait une Corona App qui a, semble-t-il, été volontairement téléchargée par quasi tout le monde, sans exception, en Corée. Donc l'application de surveillance a été, comment dirais-je, mise en œuvre. C'était une application qui était précise et fiable. Relevons donc que la surveillance numérique des contacts a été implacable en Corée. Elle relevait de la police. Là, c'est la police qui s'occupait de relever les contacts plutôt que des autorités sanitaires. La recherche des contacts se faisait donc en appliquant le type de méthode utilisée par les criminologues en fait. Donc vous voyez là aussi c'était quand même relativement strict pour retrouver les contacts, mais voilà, ça fait ses preuves. Lorsque la recherche de contacts d'ailleurs était insuffisante, le paiement par carte de crédit, les images captées par les innombrables caméras de surveillance publique ont également été analysées pour identifier les personnes de contact, les personnes qui avaient été en contact avec des individus qui eux-mêmes étaient porteurs du Covid-19. On le constate, les outils technologiques ont été largement utilisés, et ce, sans lever de bouclier de la population, ou avec une contestation qui était relativement faible. Ces éléments font évidemment partie de l'équation. Ce n'est pas les seuls, mais ça en fait partie. Alors, justement, selon le philosophe coréen donc Byung-Chul Han, il est peu probable que l'utilisation de la technologie et la recherche numérique des contacts soit la principale raison donc, du succès des Asiatiques dans la lutte contre la pandémie. Donc ça, c'est l'avis de ce philosophe coréen sur lequel je vais revenir parce qu'il est très intéressant. Donc, il s'appelle Byung-Chul Han. Alors, ça m'amène au quatrième facteur, l'importance des liens société civile-État. Ça, c'est un facteur assez intéressant. Alors là, je vais vous donner le cas de Taïwan, qui est particulièrement révélateur. Donc, dans le cas de Taïwan, la recherche récente met en avant le rôle des relations société civile-État. Il existe en effet à Taïwan un canal ou des canaux donc, de communication qui sont très forts entre le gouvernement et la société civile de Taïwan, qui est extrêmement dynamique. Cette forte relation entre l'État et la société civile a favorisé une plus grande synergie dans la lutte contre le Covid-19. On a là donc une synergie. Dans certains cas, la société civile a elle-même pris l'initiative de solutions que le gouvernement a ensuite adoptées. Donc on a du bottom-up, on a du up, enfin du haut vers le bas, mais aussi du bas vers le haut en fait à Taïwan. Le gouvernement de Taïwan a su faire face aux incertitudes donc, dans le cadre de la pandémie grâce à une communication continue et transparente avec la société civile, qui elle-même est une société civile extrêmement dynamique. Donc on a deux acteurs qui finalement interagissent. Un communique, est transparent, est ouvert, et l'autre interagit en fait. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire. Donc une communication active de la part de la société civile a aidé le gouvernement à définir, La communication active donc, du gouvernement a aidé à définir la crise comme étant très dangereuse à un stade précoce. Ça aussi, la population a compris qu'il y avait une réelle nécessité de faire attention. Et donc, ça a aidé la société civile à prendre conscience collectivement donc, du danger sévère que représentait le virus. La principale voie de communication entre le gouvernement et la population pendant le Covid-19 a été en fait une conférence de presse qui se tenait quotidiennement donc, à Taïwan, au cours de laquelle étaient fournies donc, les toutes dernières informations sur le Covid-19 et des réponses aux questions qui étaient posées donc, par des auditeurs, les citoyens lambda qui avaient envie de demander des choses. De plus, la conférence quotidienne était utilisée comme plateforme éducative pour aborder les fausses informations, donc les fake news, combattre des stigmates sociaux, combattre des préjugés ou des choses comme ça. Donc, ça, c'était fait par les autorités. Donc, ces conférences quotidiennes étaient informatives, éducatives et, de l'avis donc, des experts donc, taïwanais, remontaient le moral de la population. Il n'est pas exagéré de dire, selon certains chercheurs taïwanais, que ce point de presse donc, quotidien a apaisé la société taïwanaise. La population a écouté et surtout suivi les instructions qui étaient fournies lors de ces briefings quotidiens. Mais la société civile n'a pas été simplement un acteur passif. La société civile a aussi été active de son côté. Elle a contesté le gouvernement sur certains points.
elle a surtout collaboré avec le gouvernement et parfois même, elle a fait œuvre de pionnier et dirigé, je dirais, la réponse du gouvernement. Le gouvernement a également bénéficié de l'intelligence collective lorsqu'il a cherché à affiner les réglementations. Les communications bilatérales entre le gouvernement et les acteurs de la société civile ont été la marque de fabrique de la réponse taïwanaise, plutôt que des communications strictement descendantes. Ça, c'est une leçon quand même. C'est quand même quelque chose d'intéressant à voir. Alors, vous voulez un exemple de cette synergie? Alors, vous allez voir, il y a des choses étonnantes. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, donc des efforts de collaboration ont été déployés entre la société civile numérique et le gouvernement, notamment dans la lutte contre la désinformation et les fake news sur les réseaux sociaux. Au sein de la société civile active à Taïwan, on trouve une communauté technologique civique lancée par un mouvement qui s'appelle G0V, Gov0. C'est un mouvement donc qui est né, ce sont des hackers, c'est né en 2012. Et pendant la crise Covid-19, ces hackers civiques ont travaillé avec le gouvernement pour contrer rapidement la désinformation et les fake news sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Alors, comment se fait-il qu'on ait eu cette synergie entre des hackers ou un groupement de hackers civiques et les autorités publiques à Taïwan? Alors, ça s'est fait en partie grâce à une personne, qui s'appelle Audrey Tang. Donc, c'est un programmateur de logiciels libres taïwanais et qui est actuellement le ministre taïwanais du numérique. Donc, à Taïwan, on a un ministre du numérique qui est un ancien hacker. C'est quand même assez intéressant. Donc, ce hacker civique et ce groupe autour de, de GOV, là, ce sont des gens qui étaient connus donc du public. C'est quelqu'un qui plaidait donc depuis très longtemps pour l'utilisation intelligente des big data, pour un gouvernement ouvert, et évidemment sa personnalité a facilité la collaboration active entre gouvernement et, je dirais, hackers civiques ou sociétés civiles et civiques numériques. Dans certains cas, la communauté des experts en technologie a même été, je dirais, pionniers, donc de meilleures solutions, qui ont ensuite été directement adoptées par le gouvernement. Un exemple, par exemple, dans l'optimisation de la distribution des masques, ce sont de nouveau donc des citoyens qui étaient spécialisés en informatique, qui ont mis en place une application extrêmement efficace de distribution des masques qui a ensuite été adoptée par le gouvernement. Donc cette collaboration entre l'État et la société a facilité la révision et l'affinement, je dirais, des réponses du gouvernement à la crise. Elle a aussi participé, je dirais, à accroître encore plus la conformité volontaire des citoyens, ce qui a contribué de manière générale à améliorer l'efficacité globale de la gestion donc, de la crise du Covid-19 à Taïwan. Alors, cinquième élément, vous voyez, on commence à arriver tout doucement à la fin. Cinquième élément, le rôle de la transparence. La transparence. Un facteur souvent cité, de nouveau, à propos de la réussite de Taïwan, serait le confucianisme. Vous verrez ça souvent à les sociétés confucéennes, les gens obéissent beaucoup mieux, etc., etc. Certains chercheurs ont en effet affirmé que les expériences asiatiques réussies en général peuvent être attribuées aux valeurs asiatiques qui mettent l'accent sur l'ordre social, la hiérarchie. Les Asiatiques ne remettraient pas le gouvernement en question aussi souvent que les Occidentaux, ils se soumettraient aux règles gouvernementales, etc., etc., le genre de discours que l'on entend souvent. Je peux vous dire que tout le monde en Asie n'est pas tout à fait d'accord avec l'existence de cette soumission des citoyens par rapport à leur gouvernement. Et en tout cas, à Taïwan, c'est pas tout à fait le cas. L'expérience taïwanaise, alors c'est peut-être unique, peut-être que en Corée ou au Japon, les gens sont plus obéissants, mais en tout cas, à Taïwan, il y a autre chose qui émerge. À Taïwan et en Corée du Sud aussi, enfin, moi qui connais la Corée du Sud, je peux vous dire que la population peut être extrêmement revendicative. À Taïwan, comme en Europe, les gouvernements, comme dans toute bonne démocratie, font l'objet de critiques qui peuvent être assez véhémentes et assez fréquentes. Même lorsque les mesures du gouvernement sont nécessaires, cela ne signifie pas que la société va les accepter avec soumission. Au contraire, la société et les sociétés civiles de ces pays interrogent souvent le gouvernement, l'obligeant en fait à être transparent et à se montrer réceptif en fait aux critiques de la société civile.
La conséquence positive de cette interaction, donc dialectique entre société civile et gouvernement, est que lorsque les mesures réglementaires de l'État sont perçues comme nécessaires et approuvées par la société civile, donc du fait de cette transparence du gouvernement qui explique, qui est toute transparence sur exactement ce qu'il fait, cela augmente la coopération évidemment des citoyens et le respect des citoyens par rapport aux mesures. La légitimité de la gouvernance donc est renforcée par cette interaction et par la transparence qui est donc affichée. À Taïwan en tout cas, on peut relever donc le rôle de cette transparence qui est demandée à l'État pour mieux faire accepter donc les mesures et qui en retour crée l'adhésion et le respect donc de ces mesures par la société civile. La transparence est créatrice de confiance et renforce donc la soumission volontaire qui elle-même est un facteur de réussite massif, je dirais, de la politique qui est appliquée dans la lutte contre le Covid-19. Alors, dernier élément, peut-être celui qui sera le plus discuté, hein, on va voir ici dans les questions qui vont venir, le rôle de la responsabilité individuelle. Le rôle de la responsabilité individuelle. Alors ça, c'est un débat assez intéressant. Je m'appuie sur des analyses qui ont été faites par donc ce philosophe, comment dirais-je, sud-coréen, que je cite. Alors, je vais peut-être vous écrire son nom, parce que c'est pas très évident. Attendez, je ne sais pas si je peux écrire ici. Ouais. Il s'appelle Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. Voilà. Okay. Il s'appelle Byung-Chul Han. Donc, Byung-Chul Han est un essayiste, un philosophe coréen qui est né en Corée du Sud, qui a grandi en Corée du Sud, mais qui ensuite a fait thèse de doctorat en Europe. Je crois qu'il a fait sa thèse de doctorat sur Heidegger, si ma mémoire est bonne. Donc, il est devenu, il a acquis la nationalité allemande. C'est un théoricien de la culture. Il est professeur de philosophie à l'Université des Arts de Berlin. Alors évidemment, c'est une personnalité qui nous intéresse particulièrement parce qu'il est spécialiste et critique de la notion de transparence. Hein. Il est très critique de la notion surtout de cette transparence que l'on exige maintenant de manière globale dans toute la société, etc. Lui trouve que c'est extrêmement dangereux pour différentes raisons. Donc je vous renvoie à ce qu'il a fait là-dessus. Mais ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est son profil à la fois asiatique, puisque voilà, il est sud-coréen d'origine, il a vécu une bonne partie de sa vie en Corée du Sud, et maintenant il vit en Europe occidentale, il vit à Berlin, donc il peut comparer les deux situations. Et donc lui, dans ses écrits, ce qu'il a pu publier depuis que la Covid-19 se développe et depuis qu'il observe les différences de résultats entre donc ces pays d'Asie de l'Est que je mentionne depuis le début de cet exposé et ce qui se passe chez nous, lui, il ressort avec un argumentaire sur le rôle de la responsabilité individuelle dans le succès asiatique. Alors, comment aborde-t-il ça? Alors, dans un article, par exemple, il rapporte les propos du ministre japonais des Finances, qui s'appelle Taro Aso, qui est un personnage contesté, mais qui interrogeait donc sur la raison pour laquelle le Japon, alors le Japon, je rappelle, par habitant, c'est le pays qui compte le plus de personnes âgées au monde, donc ça voudrait dire que c'est un pays qui est, vu ce que nous on a connu ici avec la Covid-19, était particulièrement vulnérable à un nombre de décès importants, etc. Or, ce n'est pas du tout le cas. Donc, interrogé sur ces bons résultats du Japon donc face à la pandémie par rapport aux résultats occidentaux, Taro Aso a répondu donc en juin 2020, il a dit un mot, il a dit Mindo. Mindo. Alors, c'est quoi ce Mindo? Mindo, ça veut dire les normes du peuple au niveau culturel ou au niveau de la maturité, en fait. Alors, Aso a été critiqué car cette expression dénote en fait une sorte de sentiment de supériorité ethnique, supériorité un peu chauvine, culturelle, mais il se défend en relevant que les Japonais se sont conformés volontairement et vigoureusement aux mesures d'hygiène qui ont été édictées par le gouvernement, malgré le fait qu'il n'y a pas eu au Japon donc d'imposition d'amendes, que les frontières sont restées ouvertes et des choses comme ça. Donc le Japon avait mis en avant 3 recommandations. Alors le timing apparemment était très bon, mais il a surtout mis 3 recommandations lors d'une campagne nationale, donc pour avertir les gens, d'éviter de faire quoi? D'éviter les espaces clos avec une mauvaise ventilation, d'éviter les endroits bondés avec beaucoup de monde, et de ce qu'ils ont appelé donc fermer les paramètres de contact tels que par exemple les conversations en vis-à-vis, face à face. Donc des mesures plutôt simples.
Et Taro Aso a noté que dans d'autres pays, les gens auraient été incapables de se comporter dans le respect de ces règles simples, même si des amendes avaient été appliquées. Donc c'est là qu'il dit, voilà, il y a une supériorité finalement des Japonais qui, bah voilà, et on leur dit, il faut faire ça, ils le font. Hein. Donc, pour rappel, ni le Japon, ni la Corée, ni Taïwan n'ont imposé un verrouillage total de leur société. Hein. Les retombées économiques de la Covid-19 sont bien moins graves dans ces trois pays qu'en Europe sur le plan économique de ce fait, puisqu'ils n'ont jamais été fermés complètement. Comme le note donc ce philosophe coréen, hein, Byung-Chul Han, si l'on enlève cette malheureuse connotation nationaliste au propos de Taro Aso, l'utilisation du mot Mindo par le ministre des Finances japonais met en évidence, donc selon lui, une vérité incontestable, à savoir l'importance du civisme et de l'action collective pendant la pandémie. Lorsque la population, dit-il, suit volontairement les règles d'hygiène, il n'est pas nécessaire de procéder à des contrôles ou d'appliquer des mesures coûteuses en termes de personnel ou de temps. Ce que met en avant donc ce philosophe coréen, c'est à la fois, je dirais, l'esprit public des gens, le civisme, la prise en compte de l'intérêt public, de l'intérêt collectif, le sens de la responsabilité individuelle en Asie de l'Est. Un facteur donc, qui serait déficient en Europe. Han, enfin ce philosophe coréen écrit, ce que j'observe en Occident, c'est que le système occidental montre plutôt donc de la faiblesse de ce côté, note-t-il. C'est un système qui semble plutôt favoriser un déclin donc, du civisme, de l'esprit donc, d'intérêt public, ce qui est évident dans le fait, par exemple, que des individus organisent des rassemblements ou des fêtes illégales en pleine pandémie, que la police a des difficultés à interrompre ces événements qui sont pourtant illégaux, que la police essuie ensuite de nombreuses critiques du fait de ces interventions, que de nombreux individus, par leur prise de position, leur comportement, défient ouvertement l'État, expriment un manque de confiance, voire un défi, une défiance complète ou a priori par rapport à l'État, etc., etc., etc. Pour ce philosophe coréen, le civisme, la prise en compte de l'intérêt public, le nous collectif, plutôt que le moi-je, et la responsabilité de chacun sont des armes efficaces contre le virus dans un environnement démocratique, comme le cas des pays d'Asie de l'Est le démontre. Pour lui, il est inexact de penser que le système démocratique libéral mène nécessairement à un individualisme et à un égoïsme vulgaire qui fait le jeu du virus. Les Japonais se sont simplement conformés aux mesures prescrites, malgré l'absence de mesures draconiennes. Les autorités du Japon ont demandé aux gens de faire attention, de rester loin des endroits surpeuplés, de porter des masques, de se laver les mains, et dans l'ensemble, c'est exactement ce que la plupart des gens ont fait, avec le résultat que l'on connaît. Outre ce cas japonais et le cas de l'Asie de l'Est, parce qu'on pourrait revenir avec ces arguments culturalistes en disant ben oui, mais voilà, c'est dans leur société, ils sont soumis, nous, on est beaucoup plus libres, on ne fait pas comme ça, etc. Oui, sauf que Han, donc ce philosophe coréen, donne aussi des exemples qu'il a pris dans d'autres États. Donc cette fois-ci, ils sont plus en Asie de l'Est, mais ils sont dans le bassin du Pacifique. C'est par exemple le cas de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande. On est là, évidemment, dans des pays de culture occidentale, ce sont des démocraties libérales. La culture, c'est une culture anglo-saxonne. Ça n'a rien à voir avec l'esprit confucéen qui serait en Asie de l'Est, n'a rien à voir avec les valeurs asiatiques. Et ce sont deux pays qui ont très bien maîtrisé la pandémie. Et dans le cas même de la Nouvelle-Zélande, qui était capable à 2 reprises de contenir la pandémie. Le succès des Néo-Zélandais est lié, selon lui, donc, au civisme, au sens des responsabilités de chacun. La première ministre néo-zélandaise, donc Jacinda Ardern, a parlé avec passion d'une équipe de 5 millions d'individus. Elle a été entendue et surtout, elle a été suivie. Remarquez le thème de cette équipe de 11 millions dont on nous parle aujourd'hui. En Belgique, on commence à parler qu'on ferait former une équipe, etc. Ce thème est raillé déjà en Flandre par la NVA. Donc voilà, le genre de choses qu'on trouve chez nous plutôt. L'appel de la première ministre néo-zélandaise à la responsabilité collective a non seulement été bien accueilli, mais aussi, et je dirais surtout, appliqué par la population. Le paradoxe de cette pandémie, selon donc Byung-Chul Han, est que l'on finit par avoir plus de liberté si l'on s'impose volontairement des restrictions. Donc je relis. On finit par avoir plus de liberté si l'on s'impose volontairement des restrictions.
C'est une belle leçon d'intelligence, me semble-t-il, loin des caprices d'enfants gâtés qu'on a pu constater dans le chef de certains dans nos sociétés ici en Europe occidentale. Hein. Non seulement la démocratie, alors, il dit non seulement la démocratie libérale et le civisme ou l'intérêt public ne s'excluent pas mutuellement, selon lui, mais le civisme et la responsabilité sont au contraire une condition préalable essentielle au succès de la société libérale. Plus une société est libérale, plus elle doit faire preuve de civisme ou d'esprit civique. La pandémie nous apprend que c'est la solidarité, ce que c'est que la solidarité. Une société libérale a besoin d'un nous fort, dit-il. Sinon, elle se désintègre en un ensemble d'égaux. C'est un scénario dans lequel le virus peut progresser et se développer massivement, comme on le constate malheureusement dans une bonne partie de l'Europe à des degrés divers. Si nous voulions parler d'un facteur X, c'est-à-dire un élément qui médicalement est inexplicable et qui entraverait la propagation du virus, ici aussi en Occident, note-t-il, depuis son poste d'observation à Berlin, il ne s'agirait rien d'autre que de civisme, d'action collective et de responsabilité individuelle envers les autres. Au total, cette alchimie de facteurs gagnants, donc je répète, politique de masques acceptée, y compris donc le rôle de l'État dans la production et la mise à disposition des masques, ces éléments peut-être relevant de la culture, ce recours accepté étendu à la technologie, cette interface et cette synergie entre société civile et État, cet accent sur la transparence et cette notion de responsabilité individuelle semble donc avoir manqué aux pays européens, si on relit les statistiques que je vous ai citées au début de cet exposé. Peut-être est-il temps de se questionner davantage et de réfléchir sur nos pratiques. Peut-être est-il temps aussi d'aller puiser certaines leçons en Asie et en Asie-Pacifique. Voilà, je vous remercie pour votre patience, parce que je vois que j'ai largement dépassé le. Je pense que voilà, on va pouvoir discuter d'un certain nombre de choses. Merci. Alors, je vois que Guillaume a noté des questions dans le chat. N'hésitez pas, si certains ont des questions, à lever la main, mais je t'en prie, Guillaume, si tu veux poser une question. Oui, merci à tous. Mais n'hésitez pas à prendre le temps que vous voulez pour un peu relire vos différentes notes et voilà, et poser toutes ces questions-là. Peut-être je voudrais commencer par le deuxième élément en fait, que j'avais mentionné, le premier étant un peu plus anecdotique sur notre habitude tactile qu'on observe vraiment beaucoup chez les jeunes principalement. C'est vraiment un truc. Non, ça va pas. Ton son n'est pas extraordinaire. Ah, pardon. Je vais peut-être mettre ça va mieux comme ça? Oui. Donc voilà, la première intervention, c'était vraiment sur cette habitude tactile qu'il y avait chez les jeunes aujourd'hui et qui en souffrent vraiment beaucoup. Ça se voit dans beaucoup d'interactions sociales. Vraiment, c'est ce besoin de se reprendre dans les bras que moi je vois dans les écoles, dans beaucoup de lieux où je fréquente. Mais peut-être plus généralement, on voit qu'on est un peu dans une sorte de collapse démocratique avec des États faillis, qui a failli être le cas en Belgique, où le système avait vraiment explosé comme le modèle épidémiologique le prédisait. On avait une chance sur deux d'éclater, en fait. Et je me demandais comment on fait, en fait, pour changer tout ça. Parce que finalement, on a effectivement tout ce que tu mentionnais, et en même temps, si on regarde le côté gouvernement, si on regarde le point 5 que tu as sur la transparence, on a quand même vraiment des gouvernements dont l'incompétence est, de mon point de vue, mais enfin, on a déjà parlé de tout ça, pas de ce point, mais de mon point de vue, bien pire que tout ce que les citoyens font. On a des gouvernements qui ont menti aux citoyens, qui ont dit qu'ils avaient que le masque n'était pas nécessaire, qu'on n'en avait pas. Et donc, il y a une défiance qui est bien méritée, finalement, quelque part, quand on voit ce qui s'est passé en Belgique et en France comme aberrant, comme aberration. Des personnes dans les maisons de repos qui n'ont pas été soignées en hôpitaux, qu'on a laissé mourir. Enfin, comment faire confiance à un tel gouvernement? Donc, ma question, c'est un peu, selon toi, comment est-ce qu'on pourrait établir ce cercle vertueux pour qu'on se dirige vers ce genre de société, sachant qu'on a largement autant de problèmes de mon point de vue du côté citoyen que du côté de l'État. Voilà, je ne sais pas si c'était audible suffisamment. Ben écoute, c'était un peu, comment dirais-je, le son n'était pas extra. J'espère que notre public entend un petit peu mieux que nous. Je ne sais pas, je sais pas si c'est le cas.
Alors, oui, il y a un problème de confiance. Alors, peut-être la première chose qu'il faudrait quand même rappeler aux citoyens, c'est que nos gouvernements se sont retrouvés quand même extrêmement démunis à la base, hein. Manque d'expérience. On a quand même démarré avec cette épidémie dans une situation qui était assez compliquée, puisque les informations, même qui provenaient de l'OMS, étaient finalement des informations qui n'étaient pas tout à fait correctes, hein. On le sait maintenant, enfin, on commence à le voir, et on va le voir de plus en plus avec ce qui a été, comment dirais-je, révélé par CNN avec avec les dossiers de Wuhan. C'est d'ailleurs pas pour rien aujourd'hui que la Chine est si agressive à l'égard de l'Australie, puisque l'Australie était le premier pays à demander une enquête internationale sur les origines donc, du Covid-19 et sur comment dirais-je, les manquements du pouvoir chinois par rapport aux informations, à ce qui a été donné exactement à l'OMS, etc. Donc, je pense que il est toujours rétroactivement facile de trouver des points d'erreur, de failles, des choses comme ça. Probablement qu'on aurait pu faire beaucoup mieux, ça c'est évident, mais d'un autre côté, il est un peu facile aussi de prendre pour excuse les failles ou les erreurs gouvernementales pour ne pas prendre ses responsabilités individuelles. Tu vois, moi, je vois la chose par l'autre bout de la lorgnette aussi. Je trouve que nous sommes dans des sociétés un peu d'enfants gâtés où on n'a pas envie de faire un truc et donc la moindre faille que l'on trouve dans la communication, dans le manque de transparence, ou alors il y a un expert qui s'exprime tout seul face à 150, mais cet expert-là a dit la chose que nous voulions entendre, on se jette sur lui automatiquement. Donc, je trouve que les comportements individuels, et c'est pour ça que je tenais à ce point sur la responsabilité individuelle, n'ont vraiment pas aidé dans nos sociétés, en fait, hein. La deuxième vague aujourd'hui est largement attribuable à ces comportements individuels, en fait, hein. Et ça c'est un fait. Et là, et je pense et même dans les médias, on déresponsabilise beaucoup, je trouve, les individus. Donc cette leçon cette leçon qui nous vient de l'Asie de l'Est, je trouve, elle est quand même, elle est pas mal quand même. Elle est pas mal. Moi, je trouve que c'est quelque chose sur lequel ce serait intéressant quand même de s'interroger. Alors, il y avait justement, ça me fait rebondir sur un de tes commentaires. Alors, servitude volontaire. L'explication, enfin, le terme déjà, voilà, on va devoir se soumettre, etc. Oui, mais c'est ce que dit Byung-Chul Ho, le fait d'accepter soi-même et de se conformer à une série de mesures fait que finalement on est plus libre ou on redevient libre beaucoup plus vite. Alors, qu'est-ce qu'il faut mieux? Continuer à tirer comme on est en train de le faire et peut-être de préparer la troisième vague dans quelques semaines parce qu'on est incapable d'une fois pour toutes de dire ok, on est sérieux et maintenant on stoppe. Tu vois? Donc, est-ce que c'est réellement de la servitude volontaire ou est-ce que c'est pas finalement une forme de libération qui viendra parce qu'on a décidé en toute conscience d'appliquer des mesures qui sont correctes? Alors, les gens vont pas être d'accord, on va s'étriper. Je me suis étripé plein de fois sur Facebook avec des gens qui, justement, voilà, on fait ce qu'on veut, on est des enfants gâtés, on se conduit comme des adolescents alors qu'on est des personnes de 50 ans. Enfin, voilà, chacun libre, mais il faut avoir conscience des conséquences de ses actions. Et je trouve que c'est là que c'est vraiment grave parce que le problème avec cette pandémie, c'est qu'on est dans un cas de figure où même si une bonne partie de la population fait attention, et je suis certain qu'on a une bonne partie de la population qui fait des efforts, qui prend des précautions, qui est très attentive, etc. Il suffit d'une minorité, et c'est ça le problème, c'est qu'une minorité suffit pour avoir une extension, je dirais, mathématique, enfin, énorme de la pandémie. Et ça c'est vraiment terrible parce que ça veut dire que une bonne partie de la population est à la merci finalement d'une minorité qui ne veut pas entendre, qui ne veut pas écouter, qui ne veut pas prendre des mesures qui sont pourtant relativement simples, mais non, voilà, on veut pas se limiter. Donc voilà, le résultat, ce sont les chiffres catastrophiques que l'on a aujourd'hui un peu partout en Europe occidentale, hein. Donc, en très très court, tu serais favorable à plus de répression policière, par exemple? Alors moi, je suis quelqu'un qui est très attentif aux libertés individuelles, etc. Mais on voit bien ici que face à une minorité si on part du principe qu'il y a quand même une bonne majorité de la population qui voudrait qu'on en sorte rapidement, je pense que c'est l'intérêt collectif, aussi bien pour les individus que pour l'économie, enfin tous les gens qui se plaignent que l'économie va être touchée de manière importante
etc., évidemment qu'il serait d'un intérêt général que ça se passe le plus rapidement possible. Or, si on voit que finalement on est à la merci d'une minorité qui ne veut rien entendre, c'est ça le problème, elle ne veut pas entendre, comment faire alors? La persuasion, alors je suis d'accord pour la persuasion, mais le problème c'est quand on discute avec des gens qui ne veulent rien entendre, à un moment donné, malheureusement, on est obligé à recourir à des formes de coercition. Alors ça peut être une coercition collective aussi. Hein. Au Japon, quand vous baladez, quand vous toussez en rue et que vous n'avez pas de masque, l'ensemble des personnes se retournent sur vous, ils vous regardent avec un air, l'air de dire, hey, mon gars, qu'est-ce que tu es en train de faire, quoi. Donc cette espèce d'esprit collectif où quand on est dans un transport public, on voit quelqu'un qui a le masque ici, etc. Si tout le monde se retourne en regardant le type en disant, enfin, même sans rien dire, rien que le fait de le regarder. Donc, il y a des comportements collectifs sans tout de suite recourir à la police qui, à mon avis, permettrait aussi d'avoir peut-être une meilleure application des règles simples, en fait. Hein. Parce que finalement, quand on lit, enfin, qu'est-ce que le Japon avait prévu? Ce qu'ils appellent les 3C, pas d'espace trop bondé, enfin, pas d'espace qui n'est pas bien aéré, pas trop de monde en même temps. Que cette personne soit libre dans un cadre démocratique, tu ne veux pas porter le masque, c'est ton problème, je veux dire. Mais si le fait de ne pas porter le masque fait de toi quelqu'un qui va diffuser le virus et permettre que d'autres personnes qui ont peut-être une moins bonne santé que toi soient infectées et finalement n'en meurent, là je trouve qu'on a quand même un problème de fond, là, en fait. Hein. Donc c'est pour ça que la responsabilité individuelle, dans le cadre d'une pandémie, est particulièrement importante, en fait. Surtout de cette nature-ci, où on sait qu'il y a quand même, enfin, la mortalité n'est quand même pas faible. On a tous des parents, enfin en tout cas, ma génération, la génération de parents qui ont dans les 70-80 ans, personne n'a envie de perdre son père ou sa mère parce qu'il a pris le bus ou parce que, donc voilà, je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête. J'ai vu passer, il y avait une question sur l'éducation. 2 même. Pardon? Je dis il y en avait même 2. Oui, alors c'est des questions sur le système. Oui, alors le système éducatif. Alors il y a de très mauvais côtés, je dirais, au système éducatif en Asie, que ce soit au Japon ou en Corée du Sud, c'est extrêmement sévère. C'est en chinois on dit tianyache, on gave les oies en fait, hein, tellement on les fait étudier, etc., etc. Donc il y a vraiment de très très mauvaises choses. Mais il y a des notions qui sont intéressantes. Il y a des notions de respect. Il y a des notions par exemple, chez les petits Japonais, même à l'école primaire, ce sont eux-mêmes qui nettoient leur classe. Il y a une certaine discipline qui est liée aussi au fait que le Japon, comme Taïwan, ce sont des régions qui sont situées sur des endroits sismiques. Et donc, il faut être très sérieux lorsque la terre tremble, etc. Il faut réagir tout de suite. Donc, les petits sont drillés à se mettre sous les tables, etc. Donc, il y a ce genre d'habitude-là qui est faite et qui peut-être crée effectivement un esprit particulier où on écoute plus certaines choses, on suit certaines recommandations, parce que si tout à coup la Terre commence à trembler et que moi j'ai pas envie, je ne le fais pas, peut-être que dans la seconde qui suit, on est mort. Hein, oui. Donc voilà. Alors peut-être que ça c'est un facteur, mais ça peut jouer pour le Japon ou pour Taïwan. Ça va pas jouer pour la Corée. Il n'y a pas trop de tremblements de terre en Corée. Ça joue pas pour la Nouvelle-Zélande, ou ça va pas jouer pour l'Australie. Donc il y avait une question aussi justement intéressante sur le fait que ce sont des îles. Alors ça, c'est vrai. Alors, le meilleur contre-exemple que je peux vous donner, c'est l'Angleterre. L'Angleterre, c'est aussi une île. Et alors, vous avez vu les chiffres en Angleterre? C'est la cata, quoi. Donc, j'ai les chiffres d'ailleurs au niveau ici. Par exemple, au nombre de décès donc par million d'habitants. Alors la Belgique, je vous ai dit, on était à 1446. En Angleterre, on est à 868 quand même. Donc c'est mieux que la Belgique, mais c'est quand même pas génial. Si vous comparez avec Taïwan, qui lui aussi est une île, on est à 0,3 Taïwan, je vous le rappelle. Hein, et en nombre de morts, en Angleterre, on est à 24 150 morts. À Taïwan, on est à 29 morts par million d'habitants. Ce sont 2 îles. Au Japon, qui est aussi une île, je vous rappelle que le Japon n'a pas fermé ses frontières. Donc, l'explication n'est pas seulement géographique.
Ça va? Ça, je pense que c'est un élément, parce que moi aussi, au départ, j'avais dit, oui, c'est des îles, c'est pas la même chose, c'est plus facile, etc. Mais non, ça ne suffit pas, parce qu'on a d'autres exemples où, voilà. Le Vietnam, c'est pas une île, hein. Or, les chiffres du Vietnam, je vous les ai pas donnés, mais je les ai ici. Il me semble. Ah non, je les avais pas repris. Mais les chiffres du Vietnam sont aussi très bons. Pourtant, le Vietnam n'est pas une île. Donc, c'est là que je dis qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Alors, je vais peut-être jeter un œil dans les questions, ou alors vous les sélectionnez un peu, Pauline? S'il y a quelque chose qui te semble important. Justement, ces deux questions-là, je voulais les mentionner, donc celle de l'éducation et celle de la géographie. Alors, je vois donc Willy qui demande pourquoi les Européens, donc notamment Finlande, Norvège, s'en sortent mieux, alors qu'ils répondent pas forcément aux éléments, peut-être quelques éléments par rapport à l'Europe. Ça pourrait être intéressant. Ben, je pense que là, alors là, voilà, si on reprend les éléments que j'ai donnés par rapport à l'Asie de l'Est en général, le port du masque, alors, c'est pas deux pays dont je suis spécialiste, mais je pense que le port du masque en Norvège, en Finlande, ne fait pas extrêmement polémique. D'un point de vue culturel, les Finlandais, en tout cas les Norvégiens, je ne sais pas, mais les Finlandais ont une habitude de distanciation sociale. Je veux dire, c'est pas des Latins, hein. En général, on a une distance sociale qui est peut-être plus importante. Au niveau des technologies, je pense que c'est des pays qui ont recouru pas mal du tout aux technologies. Interface société civile, État, ça, je ne peux pas dire, je ne sais pas. Je ne connais pas bien ce qui se passe en Finlande, mais par exemple, il me vient en tête une autre information où la Finlande est un pays qui a réussi, par exemple, à résoudre la question des personnes sans domicile fixe. En travaillant justement en société civile État, on a créé des logements. Donc, j'infère, mais là, vraiment, je m'avance sans savoir, mais j'infère qu'il existe probablement aussi une interaction société civile État. La transparence, je pense que les pays nordiques sont particulièrement transparents, hein, que ce soit la Norvège, la Suède, le Danemark, etc. Alors là, on a des paradoxes, hein. La Suède, par exemple, qui est un pays donc, qui rentrerait dans beaucoup des catégories que je viens de dire ici, mais a adopté une autre stratégie. Vous savez, ils ont misé sur comment dirais-je, l'immunité collective. Alors, la Suède a longtemps été citée en exemple de réussite, etc. Ce n'est pas du tout le cas, puisque la Suède est à 689 morts par million d'habitants. Et le virologue en chef suédois est mis sur la sellette aujourd'hui parce que le nombre de morts et de contamination s'est accéléré en Suède. Donc on voit bien que là aussi, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné. Par contre, en Suède, la responsabilité individuelle, je pense que c'est un pays, comme dans les pays nordiques en général, au Danemark, etc., où ce facteur responsabilité individuelle, je pense, c'est un facteur important. Regardez en Allemagne aussi, par exemple. L'Allemagne fait mieux que certains pays européens, probablement aussi pour ça. Donc, c'est un critère sur lequel il faudrait quand même travailler, parce que je pense qu'il y a vraiment des choses. Alors, je ne sais pas si on peut tracer une frontière de cette manière-là, mais il est quand même très étonnant de regarder dans le classement donc, des plus mauvais élèves au niveau européen, de retrouver pas mal de pays latins. Avec des exceptions, parce que finalement, les États-Unis et l'Angleterre, par exemple, font encore moins bien que la France. Donc c'est pour ça, à un moment donné, j'avais pensé, je me suis dit, tiens, il y a peut-être une coupure entre monde germanique, scandinave, vous voyez un peu ces grandes divisions et monde latin, mais ça ne marche pas si bien que ça, parce que dans le monde anglo-saxon, en tout cas Angleterre et États-Unis, c'est pas bon. Alors que ailleurs dans le monde anglo-saxon, Australie, Nouvelle-Zélande, c'est bon. Alors, quel serait le facteur explicatif? Est-ce qu'il ne faudrait pas regarder à la tête des deux États qui se sont pas bien comportés? Qui on a à la tête de ces États? On a Donald Trump et puis on a, on a Bojo. Donc, de l'autre côté, vous avez une première ministre qui est une femme vraiment extrêmement active et qui est vraiment compétente. Et vous avez Morrison, qui est un type aussi vraiment, enfin, c'est pas du tout, rien à voir avec le Trumpisme ou avec. Donc c'est là qu'on voit aussi que peut-être le populisme ou le fait d'avoir à la tête de l'État des populistes, ça, il faudrait faire un classement des plus mauvais pays du monde et mettre en parallèle avec le dirigeant. Là, on aurait peut-être une surprise. Hein. L'autre exemple que j'ai en tête, c'est le Brésil. Hein. Bolsonaro au Brésil, c'est catastrophique aussi. Hein. Donc là aussi, il y a peut-être des choses
à tirer de ça. Oui, autre chose encore? Micro? Oui. Alors, du coup, ça permet de relancer un peu une ou deux questions. Peut-être justement par rapport à cette question de la démocratie. Moi, j'avais noté quelques questions, mais je vois que Virginie a aussi posé des questions. Voilà, avec cette idée que, est-ce que, bon, finalement, la solution à une forme de crise démocratique se trouverait en Asie? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait apprendre de ces démocraties? Donc, il y a ce thème-là que je trouve assez intéressant. Et en effet, moi, je me demande si, dans une certaine mesure, est-ce que la vitalité démocratique n'est pas aussi une forme de nécessité pour faire face à cette crise comme à d'autres, en fait, finalement, on pourrait peut-être exporter. Oui, et alors, ce qui mène un peu à une sorte de sous-question que j'avais en lien notamment avec le Japon. Est-ce qu'il y a du coup pas de théorie du complot, de complotisme au Japon? Est-ce que vraiment c'est aussi monolithique? Et comment est-ce que donc, tout ça a sa place aussi dans cette crise démocratique et ses enseignements finalement? Alors, en tout cas, pour la première partie de la question, oui, je pense que la vitalité démocratique est effectivement une réponse, puisque dans les critères que j'ai listés donc de réussite de ces pays asiatiques, ces démocraties asiatiques, il y a des choses qui relèvent vraiment d'un plus de démocratie, je dirais, hein, plutôt que le modèle chinois qu'on nous vante et où là, c'est beaucoup moins de démocratie. Quand on parle de transparence, quand on parle d'interface société civile, comment dirais-je, État, avec des choses qui viennent du haut vers le bas, mais aussi du bas qui remontent vers le haut, avec des solutions qui finalement ont été trouvées par la société civile et adaptées par le gouvernement, oui, là on voit que la vitalité démocratique compte. Le fait, par exemple, alors ça justement, ça touche à la deuxième partie, que les théories du complot, les fake news, tout ça ont pu être combattues directement sur les réseaux sociaux avec l'aide de hackers qui eux-mêmes sont des comment dirais-je, des activistes civiques, hein, qui sont des activistes démocratiques qui travaillent pour la démocratie. Je trouve que ça ce sont d'excellentes leçons à tirer. Hein. Il y a une vitalité. En fait, le problème, c'est que j'en ai l'impression qu'aujourd'hui, dans certains États, alors j'ai surtout en tête Taïwan, on a une vitalité des sociétés civiles qui font défaut, en fait, qui font défaut un petit peu, je trouve, dans le monde occidental. Beaucoup, je trouve aussi, pour nous, en Belgique, on a l'impression de sociétés qui ronronnent, etc. Alors qu'en face, on a des sociétés qui sont beaucoup plus actives. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont justement un modèle et un repoussoir juste en face, hein, si vous êtes taïwanais, bah, dès que vous ouvrez les yeux le matin, vous avez en face de vous le bloc République populaire de Chine, où on a là affaire à une société de surveillance, un État autoritaire, etc. Donc évidemment que c'est un repoussoir. Ce sont des gens qui savent très bien ce qu'est un régime autoritaire ici, en Europe occidentale. On a un peu oublié et on s'est un peu endormi. Je veux dire, voilà, on vit dans des régimes qui sont libéraux et on se rend même plus compte de qu'est-ce que réellement la liberté et les choses comme ça. Et je pense qu'il y a aussi une perversion parce que venir prétendre que le fait de vous demander de porter un masque, c'est une atteinte à votre liberté, je trouve que là on atteint, enfin, on commence à toucher le fond quand même. Hein. Surtout quand on voit les conséquences, en fait. Hein. J'ai l'impression d'enfants gâtés. Moi, je suis avec cette image d'enfants gâtés qui n'en font qu'à leur tête et qui quand vous les prenez la main dans le sac ou quand vous essayez de leur faire un peu la leçon, plus personne n'accepte d'avoir une leçon, en fait. Hein. J'ai eu des disputes terribles sur Facebook avec des gens de 50, 60 ans qui n'écoutaient rien du tout. Hein. Et c'est moi d'abord, et je sors au restaurant si j'ai envie, et je fais ce que je veux. Ah bah, super, mon gars. Donc, responsabilité individuelle, intérêt collectif, non, c'est individuel. C'est même pas de l'individualisme, parce que pour moi, comment dirais-je, la définition d'individualisme, ce n'est pas ça, c'est du pur égoïsme, en fait. Hein. C'est le moi je le vaux bien, je renvoie ça à la publicité, en fait. Hein. Je le vaux bien, je suis génial, je fais ce que je veux. On a eu ce petit échange sur Homo Festivus. Hein, hein, si la fête s'arrête à un moment donné, il est perdu. Hein. Je trouve qu'un certain nombre de nos concitoyens sont dans cette situation. En fait, hein. La fête est interrompue parce que malheureusement, on a quelque chose de grave qui arrive et on est incapable de réagir. Donc il y a
cette mentalité-là qui est problématique. Et alors, la question de la résilience, qui pour moi est vraiment, enfin, me choque particulièrement. J'en discutais avec une collègue qui est originaire du Liban, qui a connu la guerre civile quand elle était adolescente, etc. Donc, vous imaginez vivre pendant une guerre civile quand vous êtes adolescent, c'est autre chose que de devoir vous confiner pendant une pandémie. Hein. Et ça n'a pas duré 2 mois, hein, ça a duré des années. Donc, je pense qu'il faut aussi replacer en contexte et se rendre compte que ce type de comportement, c'est vraiment un comportement d'enfant gâté. En fait. Et ça me désole, en fait, vraiment, beaucoup. Alors, il y a quand même pas mal de questions encore. Hein. Alors, attends, qu'est-ce qu'il y a encore ? Quelle mémoire de la pandémie peut résulter pour la Belgique comparée à celle de Taïwan ou du Vietnam ? La mémoire de la pandémie, je pense qu'il est trop tôt pour dire quelles leçons on va tirer de tout ça, en fait. Hein. On n'en a pas encore fini, ce qui est évidemment pas la bonne nouvelle. Et je pense qu'il y aura une sérieuse réflexion qui devra être menée dans toute une série de domaines, hein, ne fût-ce que la production de matières, comment dirais-je, de biens vitaux, hein, le masque, un certain nombre de médicaments. C'est là qu'on voit les limites peut-être d'une mondialisation où on délocalise tout, y compris des choses, des biens de première nécessité, des choses comme ça. À Taïwan, on a vu qu'une partie de la réponse, c'est justement un État qui réorganise une production en faisant une matière stratégique. Donc, à long terme, il y a une réflexion à avoir sur des stocks stratégiques de masques, sur voilà, des choses comme ça. Alors, peut-être que ce sera facilité par justement ce qu'on vient de connaître. Hein. Au niveau du système économique, hein, tout délocaliser en Chine, est-ce que c'est une si bonne idée ? J'ai posé la question, c'est déjà y répondre, je pense. Hein. Donc, voilà. Surtout quand on voit les réactions chinoises, la diplomatie du masque qui s'est transformée en diplomatie du loup. Enfin bon, là aussi, il y aurait vraiment plein de choses à dire. Hein. Pourquoi les Européens sortent mieux alors qu'ils ne répondent pas ? Oui, alors ça, je pense qu'on a répondu. Ils ne répondent pas aux 6 critères, comment dirais-je, est-asiatiques, mais ils répondent à un certain nombre d'entre eux, je pense. Hein. L'association des anachronismes démocratiques se trouve en Asie. Ben oui, je pense qu'il faut arrêter aussi comment dirais-je, de penser que les Européens sont ou les Occidentaux en général sont les créateurs et sont ceux qui ont des solutions à tout. Hein. Je trouve qu'un peu d'humilité de temps en temps, c'est aussi intéressant et qu'il y a des sociétés qui sont pas, enfin, on ne relève pas de la même culture. Certains considèrent qu'ils ne sont pas à un stade aussi avancé que le nôtre, mais on peut aller chercher des bonnes leçons partout. Hein. Je rappellerai quand même que d'un point de vue historique, on a fait la révolution industrielle en Europe occidentale parce que nos bons pères jésuites sont allés voir du côté de la Chine toute une série de choses qui ont été importées au niveau des techniques agricoles, par exemple, en Europe occidentale, et c'est de là qu'on a rebondi, en fait, hein, et qui nous a ensuite permis d'avoir, je dirais, enfin, d'occuper la place que nous avons occupée pendant tout le 19e siècle, mais on ne comprend pas le 19e siècle si on ne remonte pas au siècle précédent, et il y a ce transfert un petit peu d'intelligence agricole, etc., qui est venu en bonne partie d'Asie. Hein. Donc, je pense qu'il faut avoir une certaine humilité, ce qui ne veut pas dire qu'on doit jeter par la fenêtre notre culture occidentale, etc. Bien au contraire, mais d'un autre côté, il faut aussi avoir, je veux dire, l'honnêteté, l'humilité de reconnaître que certains peuvent nous donner des leçons. Et ces leçons peuvent venir d'Asie, comme elles peuvent venir d'Afrique, pour toute une série de choses. Hein. Il n'y a pas que les Asiatiques qui auraient des solutions dans plein d'autres domaines. Les Africains ont des choses à nous apprendre. Hein. Il faut être, il faut rester humble en fait. Hein. Surtout quand on voit le résultat actuel, il n'y a pas trop de quoi être fier quand même. Alors, Homo festivus, oui, voilà. Bien. Oui, l'homme festif, la vie n'est plus qu'une fête pour tout, en fait. Tout doit être festif, etc. Et donc, on en perd même le lien de l'homme avec son espace naturel. Aujourd'hui, ce qui nous arrive, c'est simplement quelque chose qui a de tout temps existé. Il y a dans la nature, où la nature produit des choses qui peuvent nous toucher. Donc, voilà, et le zéro risque, la fête perpétuelle, non, c'est pas la vraie vie, ça. Hein. Ce qu'on fait à l'environnement, etc., à un moment donné, ça nous revient par la bande et c'est pas fini. Hein.
C'est intéressant parce que ça revient un petit peu à la fameuse phrase « on finit par être plus libre si on s'impose à soi-même des restrictions » du coup. C'est pas mal, hein, ça. Parce que du coup, si on se dit, bon, voilà, si on prend l'écologie ou d'autres questions, ben, en fait, on s'impose à soi-même des restrictions. Tout à fait. Oui, bien sûr. Je pense qu'une société du moins mais du mieux serait quand même. Enfin, voilà, il y a toute une réflexion à avoir sur ça. Alors vous savez qui a dit ça, mieux vaut. Il vaut mieux moins. Attendez, comment c'était encore? Moins mais mieux. C'est une citation de Lénine. Il n'a pas dit que des bêtises. Hein. Je vais être catalogué. Mais non, mais c'est quelque chose que l'on peut appliquer. Vous savez, nous, par exemple, bon alors là on va un peu changer de sujet, mais nous consommateurs, les consommateurs que nous sommes, si nous nous appliquons ce principe, est-ce qu'il vaut mieux acheter plus ou moins, mais mieux? Si vous réfléchissez comme ça, vous vous rendez compte qu'il y a toute une série de choses qui tout à coup deviennent beaucoup plus intéressantes. Hein. Vous allez acheter des choses qui vont durer plus longtemps, vous allez acheter des choses qui sont mieux faites, vous allez acheter des choses qui sont plus durables. Donc, collatéralement, vous avez une amélioration de toute une série de choses au niveau social, au niveau, comment dirais-je, de l'environnement, etc., etc. Hein. Donc, je pense qu'il y a là vraiment toute une réflexion qui, à mon avis, n'est pas encore suffisamment poussée dans nos sociétés de consommation à tout crin, etc., etc., avec tous les dégâts collatéraux que l'on connaît, parce que aujourd'hui, bon, voilà, on a parlé de cette pandémie, on voit les dégâts que ça fait, c'est pas terminé, on n'en a pas fini, on va voir les dégâts économiques, mais tout ça n'est rien par rapport aux questions climatiques qui vont nous tomber sur la figure. Hein. Alors, quand on voit comment la gestion de cette crise a été faite, etc., alors là, on commence à avoir de sérieux doutes sur la suite des opérations pour l'ensemble de nos sociétés, quand même. Hein. Donc, je pense qu'il y a vraiment des réflexions de fond, pour être un peu plus sérieux, il y a vraiment des réflexions de fond qui doivent être menées sur la façon dont cette crise a été gérée, enfin, toute une série de choses qui seraient essentielles, sur lesquelles, en tout cas, il serait essentiel de réfléchir à l'avenir, sans œillère, en fait. Hein. Sans œillère, parce qu'il faut aussi ne pas se laisser, voilà. Il y a des choses qui fâchent, hein, la responsabilité individuelle, je sais, ça fâche, mais voilà. Parler de comportement civique ou du civisme, je sais que dans nos sociétés, c'est un peu, oulala, c'est quoi ce conservateur, ou pour ne pas verser encore plus loin. Mais non, il faut voir des choses en face, en fait. Hein. Donc, voilà. Voilà. Super. Une question, je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour de pas mal de choses. Et donc, peut-être pour conclure, oui, il y a des leçons peut-être à aller chercher en Asie. Le tout, c'est de tirer les bonnes. Si l'idée, c'est d'avoir une société de surveillance à la chinoise, là, je pense que là, ça, c'est pas la bonne leçon. Mais si l'idée, c'est d'avoir justement, de rétablir des liens de confiance parce qu'il y a plus de transparence, parce qu'il y a plus de va-et-vient et de synergie entre la société civile et le monde politique, leçon taïwanaise, très bien, parce que je pense que ça aidera, ça va aider, parce que ça aidera à remobiliser les gens, ça aidera à rétablir la confiance, et donc en rétablissant la confiance, eh bien, on aura des gens qui vont agir de manière aussi plus conforme à ce qu'on attend d'eux. Et pour ceux qui n'écoutent rien du tout et qui ne veulent en faire qu'à leur tête, le courage de les recadrer, hein, comme j'avais mis dans une discussion sur Facebook, où on avait une dispute, il y a des gens à recadrer. Désolé, mais ça aussi, je sais que dans une démocratie, c'est compliqué, on n'a plus l'habitude, tout le monde a de bonnes excuses, etc. Mais à un moment donné, ben non. Ouais, oui, non, pour les gouvernements, eh oui, eh oui. Alors vous remarquerez que ce député hongrois, effectivement, d'abord il est hongrois, donc il n'est pas belge, alors voilà, hein, c'est leur problème. C'était un super conservateur, etc. Donc voilà, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Non, je pense que chaque individu, finalement, a une raison aussi. Je trouve qu'il y a quand même, cette crise, pour moi, est un peu une faillite de la raison aussi, parce que on voit bien qu'il y a des mesures simples. Finalement, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Le problème, c'est de se l'appliquer. Et c'est là que la raison entre en jeu, etc. Et souvent, on aime tous faire la fête, on aime tous voir, et puis finalement, on se laisse guider, pas par la raison, on se laisse guider par autre chose. Et c'est là que Homo festivus revient, et que voilà. Donc, pour régler les problèmes de la société, dit Confucius, commencez par soi-même. Hein.
Une fois qu'on a réglé soi-même, c'est la famille. Une fois que la famille est réglée, alors la société va. Voilà. Ça, c'est une pensée confucéenne qui peut aider peut-être pour clôturer. C'est bien, on a comme cité Confucius, Lénine, Marais, donc on va vraiment chercher partout. On ne peut pas dire que. Hein, bon, voilà. Hein. Exactement, c'est peut-être ça justement, en effet, l'enseignement. Pas de hier, vraiment pas de hier en fait. Parce que quand on est confronté à des crises de cette gravité, et ce qui va suivre au point de vue économique, le politiquement correct, le truc comme ça c'est vraiment, il faut mettre ça sur le côté en fait. Hein. Je vois qu'il y a encore une question. Les modèles. Ah alors, Quentin a une question chouette sur justement comment ces pays asiatiques perçoivent le modèle de gestion de la pandémie, etc. Alors, Pékin s'en réjouit. Pékin est très content. C'est devenu d'ailleurs un argument de propagande pour vanter la réussite du modèle chinois et donc du modèle autoritaire hein, que la Chine vend un peu partout dans le monde maintenant, surtout dans les pays en développement. Regardez cette gestion américaine catastrophique, etc. Ah oui, ça c'est super. D'ailleurs, ils auraient été tellement heureux d'avoir Donald Trump comme président. Ils sont très déçus. Mais non, ils sont très, 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 comment dirais-je, ils montrent à leur population aussi. Hein. Ils sont très contents de montrer, donc non seulement à l'international pour leur image, hein, comment eux ont tellement bien réussi, et alors à leur propre population pour les convaincre d'autant plus que ce modèle chinois est supérieur au modèle occidental, ce qui explique d'ailleurs peut-être en partie le ton de la diplomatie chinoise aujourd'hui qui est très, très agressif par rapport aux Occidentaux qui, de toute façon, sont décrédibilisés par leur gestion de la crise et donc, finalement, n'ont plus rien à leur dire ni à leur apprendre. Au contraire, il ferait mieux d'écouter les belles leçons de Pékin, etc. Sauf que nous, celle qui nous intéresse, c'est plutôt celle de Taipei, mais bon, ça, on ne va pas le dire trop haut, parce que sinon, on aura un problème. Et alors, quant aux autres pays asiatiques, je crois qu'ils se désolent, en fait. Hein. À part une grande désolation, je vois pas très bien ce qu'ils peuvent tirer de ce qu'ils voient du spectacle que l'on offre à l'heure actuelle. Il y a probablement, il y aura à moyen terme, je pense, une perte de soft power occidentale, ça me paraît clair. Et j'espère que M. Biden va très rapidement et que l'Union européenne va aussi très rapidement se réveiller, que chaque État européen va un petit peu remettre un petit peu d'ordre pour que finalement ce qui est positif en Europe, etc., et dans la culture occidentale puisse de nouveau rayonner, en fait, hein, plutôt que d'offrir ce spectacle lamentable de nos sociétés qui sont incapables de faire face à cette pandémie. Hein. Alors qu'on a des modèles, je veux dire, enfin, on a des gens qui ont réussi. Alors ça aussi, si personne n'avait réussi, on pourrait rien dire, mais c'est mon assistant, hein, vous savez, ils sont très. C'est l'assistant, donc voilà. Donc voilà. Ça va? Alors, okay. Je pense qu'on a plus ou moins fait le tour, hein, ça va? Bon, je pense. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce que quelqu'un veut se manifester? Non, ça va, je ne vous ai pas trop assommé, vous n'avez pas trop une. Non, pas leçon morale, non, un petit peu? Non, super. Et donc, franchement, quand vous étudiez des choses comme ça, peut-être un petit conseil, vraiment, on laisse tomber les œillères, on va voir ailleurs. Hein. Je pense que c'est vraiment la meilleure chose que je puisse conseiller. Moi, je lis tout le monde. Hein. À gauche, à droite, au centre, en Asie, en Europe, en Afrique. Dès que quelque chose me semble intéressant, je pense que il n'y a pas de... Voilà. On peut trouver des choses intéressantes partout. Et son contraire aussi, hein, des horreurs partout. Ça, c'est clair. Je pense que c'est ça qu'on peut. C'est vrai qu'on peut. Je pense que ça pourrait être ça, en fait, finalement, la conclusion finale chez Final, c'est cette leçon, parce qu'au-delà donc des 6 points, le masque, les aspects culturels, la partie sur la technologie, il rejoint les questions sur la confidentialité. Avec la société civile et l'État qu'on a transformé un peu en cette question de la vitalité démocratique, de la transparence, et oui, bon, cette responsabilité individuelle qui fera encore sûrement beaucoup couler d'encre. En fait, derrière tout ça, finalement, il y a beaucoup ce besoin qu'on va avoir, à mon avis, dans le monde de la recherche, mais même auprès des citoyens, de faire des analyses plutôt à long terme, en fait, et de voir qu'est-ce qui peut être mis en place dans nos systèmes ici en Europe, mais probablement partout dans le monde aussi,
que ce soit sur le plan technologique, dans la prévision des futures pandémies, dans la façon dont on va réagir, notamment par rapport à la capacité de l'économie à se mobiliser, par exemple, pour la production de masques ou autre. Ici, bon, la production va beaucoup se centrer sur le vaccin, probablement. Mais aussi sur des réflexions plus profondes, en fait, sur les transformations du système démocratique. Qu'est-ce qu'on peut apprendre en termes de transparence, mais aussi, même au niveau de l'éducation, sur le civisme. Et tout ça, oui, en effet, en apprenant, en ouvrant grand les yeux, et en apprenant aussi pour de futures autres crises, peut-être dans d'autres domaines, parce que je suis à peu près sûre qu'on pourrait faire des parallèles avec beaucoup d'autres thématiques. On l'a fait un petit peu, hein. Et donc, finalement, cette crise, ça devrait être l'occasion à long terme de mieux prévoir dans le futur d'autres crises. Et bon, ça sera à nous, à la société, et puis bon, dans le cas évidemment de research, un petit peu aussi dans le monde de la recherche, c'est clairement l'intention, évidemment, de mettre en place des analyses qui permettent à la réflexion de se prolonger par l'action. Voilà. Voilà, si ça vous convient, ça peut être un peu une sorte de mot de la fin, sauf si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Donc, vous remercie en tout cas tous. Je ne sais pas si mon micro est branché. Ouais, tout le monde est bien resté, hein, c'est bien. Oui, Voilà. on vous remercie tous vraiment pour votre présence. N'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux parce qu'on va continuer à débattre de tout cela. On essaie vraiment de faire vivre les sciences humaines et le Covid. Les sciences humaines n'ont pas assez la parole dans cette crise, et ça crée aussi une volonté qu'on avait. Donc on a maintenant un groupe Facebook qui essaie de partager régulièrement des informations sur le Covid. Ça s'appelle WeTalk. Vous pouvez nous trouver facilement. On aura d'autres événements. Et dès que cette pandémie sera terminée, on a aussi beaucoup de conférences en plein air qu'on va proposer. Donc voilà, n'hésitez pas à aussi rester en contact avec nous pour qu'on puisse vivre ensemble d'autres événements aussi possibles. Merci beaucoup Thierry pour cette présentation formidable. Allez, au revoir à tous et très très bonne soirée. Oh, salut, hein, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Je trouve les liens vers la page Facebook, le groupe Facebook et le site de Research je les ai mis dans les commentaires, donc n'hésitez pas à les suivre si vous trouvez ces questions intéressantes. C'est vrai qu'on vise à continuer le débat sur d'autres thématiques, sur celle-là. Et donc, merci à tout le monde de votre présence. Très bonne soirée.